Je pense qu'il n'y a pas un vétérinaire qui devient vétérinaire pour l'argent. C'est un métier qui est difficile. C'est des conditions difficiles. On travaille avec des animaux dans des situations où on pourrait se faire mordre, on pourrait se faire griffer, on travaille tard le soir. C'est pas une façon facile de faire de l'argent. La plupart des vétérinaires vont être dans ce domaine-là parce qu'ils aiment les animaux, parce qu'ils aiment la médecine. Je pense qu'on vit des situations parfois difficiles. Il y a beaucoup de fatigue émotive qui rentre en jeu, de fatigue physique. Puis éventuellement, on peut avoir des gens qui sont un peu émotionnellement épuisés, puis qui vont donner l'impression d'un certain détachement quand ils vont présenter des frais ou des procédures. Puis ça donne une impression de manque d'empathie. Puis des fois, les gens peuvent percevoir ça comme « ben, donne-moi ton argent ou barre va-t'en ». Mais c'est pas le cas, là. J'en connais pas des vétérinaires qui sont là juste pour l'argent. En fait, je connais plein de vétérinaires, puis la plupart des vétérinaires que je connais sont toujours un peu mal à l'aise d'aller présenter leur estime. Pour André? Oui. André, on veut juste le faire checker, là, parce qu'il a passé 4 jours en haut d'un arbre. OK. Sans boire ni manger. Oui, boy. Du plus jeune que je puisse me souvenir, je voulais faire de la médecine. Je voulais être médecin. J'ai réfléchi à la chose. Je me suis rendu compte que quand j'allais chez mes amis, la première chose que je faisais, c'était aller voir leurs animaux. Puis, j'ai réalisé que j'étais vraiment heureuse quand j'étais entourée d'animaux. Quand j'ai décidé à ce moment-là d'appliquer en médecine vétérinaire. Okay. Mon beau garçon. On connaît pas son historique, lui? Non. Okay. Non, juste qu'il est dans un arbre? Oui, c'est ça. La réalité que je vis présentement, c'est en rien ce à quoi je m'attendais quand j'ai fait mes études. Le stress, on n'a pas conscience de ce que c'est. Là, quand on va à l'école et on étudie, c'est un stress différent. C'est un stress de performer dans nos devoirs ou dans nos examens. Mais il n'y a pas une composante de danger pour la santé. Tandis que quand on travaille en milieu hospitalier, il y a tout le stress, en fait, qui est de vouloir offrir le meilleur service possible dans des conditions qui sont pas toujours idéales, si on veut. Puis les gens s'attendent beaucoup à ce qu'on réussisse du premier coup, à ce qu'on ait toujours les réponses aux questions dont ils ont besoin. Puis la réalité, c'est que les animaux parlent pas. Ils me disent pas où ils ont mal, ils me disent pas ce qui s'est passé. Donc on est limité parce que l'humain a remarqué ou parce que l'humain connaît. Mais on est souvent obligé de faire plusieurs tests pour faire parler les animaux. Puis ben, ça engendre des frais, des frustrations parce que les clients, bon, ils veulent avoir les informations, donc le diagnostic. Donc, on est souvent confronté à des situations de très grand stress parce qu'on ne sait pas trop comment dealer avec les humains en arrière des animaux. Des clients qui sont stressés, qui sont émotifs. Puis, on n'apprend pas, en fait, à se fier beaucoup sur notre instinct médical. C'est quelque chose qu'on développe en tant que médecin quand on travaille, mais en début, quand on commence la pratique, ça peut être très stressant, en fait, d'avoir à réfléchir au-delà des faits établis qu'on a lus dans un livre. Oh, 4 ans max. Ouais, parce que les autres dents sont belles, pas plus que 4 ans. Tiens, mon amour. On va te regarder marcher un petit peu. En fait, le risque qu'on peut avoir quand un chat est longtemps sans manger ou boire, c'est des syndromes de réalimentation. Oh, il fait le diarrhée par terre. Ouais, c'est ça qui peut arriver, en fait, quand ils sont un certain temps sans manger ni boire. Il y a beaucoup d'idées préconçues, en fait, sur les vétérinaires. Puis une qui me vient en tête rapidement, c'est cette espèce d'image hollywoodienne là, du vétérinaire qui rentre le matin au travail en vélo, soigne des chatons, puis elle retourne le soir avec son Golden Retriever là, pour prendre des petites marches au bord de la plage. C'est pas la réalité, en fait. Là. La réalité, c'est que je me fais griffer, mordre. Je peux recevoir de la diarrhée sur mon chandail, finir la journée avec du vomi dans mes souliers. Donc, c'est pas du tout glamour comme profession. Il y a aussi l'idée préconçue d'image de médecine de brousse, là, que je vais faire des castrations sur le bord d'une table, je prescris 3-4 pilules. La réalité, c'est que la médecine vétérinaire, c'est beaucoup plus poussé que les gens pensent. Les gens sont toujours surpris, en fait, quand je les réfère à des oncologues, des cardiologues. Mais oui, en fait, la médecine est beaucoup plus poussée que les gens pensent. Faire une biochimie complète. On va aller juste vérifier si son potassium est normal. Qu'est-ce qu'il est reconnaissant? Il est trop fin. Hein? T'es content? Sur ta diarrhée? Là, on a pris son sang, j'ai récolté ses selles, on a regardé la lésion là. Est-ce qu'il y a d'autres choses Je pense qui manquent? Il a eu son révolution, on va commencer son panacure. Je continuerai les fluides jusqu'à ce que la diarrhée soit... peut-être le peser. Oui.
Une des difficultés avec tout ce qui est financier, c'est que les gens n'ont pas toujours les moyens de faire les traitements que je recommande. Puis des fois, en fait, les gens vont arriver avec leur idée préconçue, puis ils veulent un traitement parce que c'est ce qu'ils ont vu sur Internet, puis c'est ce qu'ils veulent. Fait que des fois, j'ai pas la possibilité ou le loisir de faire les tests nécessaires pour pouvoir avoir un diagnostic juste. Donc, on traite à tâtons. Ils présentent un symptôme, on donne un médicament par rapport à ce symptôme-là. L'animal va pas mieux, les gens reviennent, puis là, c'est de ma faute. Parce que je sais pas ce que je fais. Mais au final, c'est sûr que si j'avais pu faire des tests, j'aurais su ce que l'animal avait, puis il y aurait eu un traitement beaucoup plus approprié. Fait que c'est sûr qu'on se tire dans le pied des fois en faisant ça, là. T'as mon petit cœur! Non! Ce qui vient me chercher, c'est quand je vois que les gens avec qui je fais affaire, ils mettent pas la même importance, la même emphase sur le bien-être des animaux. L'exemple parfait que je pourrais donner, c'est le vieux chien qui arrive en consultation pour son vaccin. Puis je le vois à son examen physique que c'est un chien qui est en douleur, qui fait de l'arthrose. Je voudrais les aider, ces chiens-là, mais des fois, je réalise que les gens n'ont pas cette conscience-là du mal-être de leur animal, où ils vont me dire c'est juste un vieux chien, c'est normal, mais pour moi, c'est pas normal qu'un vieux chien soit en douleur. Là. Je voudrais pouvoir les aider, puis souvent, je suis limitée où je peux pas. Parce que les gens vivent dans le déni ou réalisent pas l'inconfort des animaux. Ça peut aller jusqu'aux animaux qui sont, de toute évidence, négligés. Là. Quand on parle du taux de suicide élevé chez les vétérinaires, on fait souvent référence à la fatigue de compassion. On travaille dans un métier où on est souvent confronté à des problèmes financiers, à des gens qui vivent dans le déni ou qui considèrent les animaux parfois comme des biens plus que comme des êtres vivants, en fait, doués d'émotions. Donc, ça nous met dans des situations où on va vivre beaucoup de refus, beaucoup de déceptions, où on n'a pas toujours la possibilité de sauver nos patients. Sont aussi parfois forcés de faire des euthanasies de convenance, qu'on appelle, donc des euthanasies qui sont pas nécessaires. Quand on parle d'une euthanasie, c'est un beau mot, en fait, pour désigner mettre à mort un être vivant. Puis quand notre but, c'est de les sauver, avoir à les mettre à mort, c'est un peu contradictoire. Puis il faut le faire, il faut le vivre pour savoir ce que ça donne comme émotion intérieure. C'est pas facile. C'est d'autant moins facile quand on le fait, quand on sait qu'on pourrait avoir sauvé la vie de l'animal. Ça m'arrive parfois d'être confrontée à une situation où j'ai un animal qui est malade, qui a besoin de soins. Puis j'ai malheureusement un propriétaire qui voudrait bien, mais qui peut pas. C'est sûr que mon but premier, c'est d'aider ces animaux-là. Puis si je pouvais le faire bénévolement, je le ferais. Malheureusement, quand on arrive à une situation où l'animal est malade, il a besoin de soins, puis le propriétaire peut pas, ça arrive des fois que ça finit en euthanasie. Puis des fois, on peut les sauver, ces animaux-là. Fait que, tu sais, ça fait... C'est triste, en fait, d'avoir à euthanasier un animal parce que le client n'a pas les moyens là, d'aller plus loin. Fait que c'est sûr qu'on va prendre beaucoup de temps pour essayer de trouver une solution, un plan B, un plan C. C'est vraiment l'amour. C'est correct, c'est pas dangereux. Oh mon Dieu! T'as-tu vu? Ça bouge? Ah, ben oui. Oui, il a ouvert la bouche. On va arrêter ça, je suis en train de m'attacher. Quand je pense à un des cas qui m'a marqué beaucoup, c'est un vieux chat qui s'appelait Wapi, qui avait un tempérament, une attitude de merde, je dirais. C'était horrible à traiter. Il était pas fin, il était stressé. Mais à chaque fois qu'il venait à la clinique, il venait avec son propriétaire. Puis j'étais capable de voir tout le bonheur que l'un l'autre s'apportait. Ça va, mon âme? Ouais. C'était un vieux chat malade qui souffrait de diabète, qui vivait avec un humain qui avait aussi ses propres problèmes de santé. Puis l'un l'autre, en fait, se supportait. Puis il y avait comme une espèce de guérison mutuelle qui se produisait. Ça met en lumière, en fait, toute la raison pourquoi je suis devenue vétérinaire. Parce que je voulais aider les animaux, mais j'ai l'impression qu'en aidant Wapi, j'ai aidé aussi l'humain en arrière de l'animal. Éventuellement, il a fallu qu'on le laisse partir. Ça a été comme un des moments les plus difficiles de ma carrière. Là. Mais bon, ils finissent par partir un jour. Là.